ses propos. Je vais vous lire ses propos. Je vais monter Linzo, Moussa. Linzo, il veut monter. Ah, il veut monter? Ben, vas-y, Ouais. alors. Ben, Linzo, accepte. Linzo, tu nous as écoutés. Bonsoir, Ouais. déjà. Bonsoir. Non, mais bonsoir, bonsoir. Salut Mansour, salut Moussa, salut Elzo. Non, mais je vous ai écouté, mais le débat était super, super intéressant. Saïkou, il me fait toujours rire. Non, Avec Saïkou, ses oui. envolées. Ah, Non, c'est quoi? Il parle avec le cœur. Il a la passion, le cœur. Non, mais juste pour apporter mon grain de sel, tout ce que vous avez dit, mais c'est le constat, mais depuis des années et des années. Maïstima, moi, franchement, moi, je ne sais pas à quoi il sert. Un DTN est supposé, je ne sais pas moi, définir la politique de formation sur les catégories de jeunes, etc. Mais son travail, peut-être il le fait, hein, mais moi, je ne le vois pas. Moi, je ne peux pas te dire au Sénégal comment on forme les jeunes. On met l'aspect sur quoi? La technique, le physique. En fait, qu'est-ce qu'on leur apprend? La politique de formation, moi, je ne le connais pas. Première chose. Ensuite, tout à l'heure, vous avez parlé d'état d'esprit. Monsieur a répondu que les joueurs n'ont pas d'état d'esprit. Évidemment, les joueurs n'ont pas d'état d'esprit. Mais aussi, est-ce que le peuple sénégalais, nous supporters, avons le bon état d'esprit? Je m'explique. Moi, je trouve qu'on n'est pas toujours exigeant avec notre équipe, en fait. En fait, des fois, je te jure, des fois, moi, j'ai pas envie de passer pour le rabat-joie dans les groupes WhatsApp avec mes amis, parce que même quand ils te disent non, mais non, on est qualifié, pourquoi tu critiques, etc. Mais les mecs, oh, d'accord, vous êtes satisfait avec ça. En fait, on n'est pas exigeant. Quand on fait finale de Coupe d'Afrique et qu'on est accueilli à Dakar comme des héros, c'est un problème, les gars. On est plus célébré que les Algériens qui ont gagné la CAN. Mais exactement. Là, il y a un problème, hein, un gros problème. Moi, j'ai jamais vu, comme je le dis, j'ai jamais vu le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria faire finale de CAN et être accueillis comme des héros. Non, ça n'existe pas. Moi, je me disais, non, peut-être que l'équipe nationale, tu vois, l'équipe nationale, on ne joue pas tout le temps. Les compétitions, c'est très fédérateur. Je me dis, non, c'est un football des manchons. C'est juste le public. Voilà, ils n'ont pas l'habitude de regarder le foot, donc c'est pas grave. Mais quand j'ai vu les joueurs, moi, c'est l'attitude des joueurs qui m'a un peu sidéré. Ils arrivent, mais ils sont là, ils sont contents avec leur smartphone. Je comprends l'accueil, ça fait chaud au cœur. Mais je sais pas moi, et une attitude montre en fait que tu as vraiment faim, que tu voulais plus. Mais non, ils étaient satisfaits. Et ça, c'est pas bien. Il y a tout un système, tout un écosystème, tout un état d'esprit autour de l'équipe nationale et dans l'équipe nationale même qui ne va pas. Franchement, ça va pas. Mais bon. Bon, on va essayer d'avancer. Bon, je vais citer les propos de Yaya Baldé, que j'ai trouvé tout à l'heure en visitant le site de Galsen Foot, qu'il aurait pris dans le quotidien Stade. Bon, je le cite. Il dit, pour rappel, au sortir de la CAN 2019, lors de la réunion d'évaluation, j'étais le seul membre du comité exécutif à avoir demandé le limogeage d'Aliou Cissé. Car, de mon avis, le Sénégal ne méritait pas d'être vice-champion. On avait les joueurs, l'organisation, les moyens pour gagner cette dernière CAN en Égypte. Nous avons perdu face à l'Algérie, car Aliou Cissé est un sélectionneur limité. Avec ce qui se passe, malheureusement, il est en train de me donner raison. D'abord, ce qui m'écoeure, Aliou ne respecte pas les efforts que la Fédération sénégalaise de football fournit. Que pensez-vous de ces propos? Déjà. Quels efforts? Dis-moi, quels efforts? Qu'est-ce que la fédération fournit pour mettre Aliou Cissé dans de bonnes conditions? Moi, je vois pas les efforts. Ben, donc, faudrait qu'il. Non, il y a des efforts qui ont été faits parce que maintenant, tu vois plus des problèmes de primes, tu vois plus des problèmes d'hébergement. Les problèmes de primes depuis quand? C'est récent tout ça. Hein. Ouais, mais on en parle. Attends, vous voulez que je vous rappelle ce qui s'est passé lorsque le Sénégal a affronté le Brésil? Ah, oui. Si tu as des scoops pour des révélations. Si vous n'êtes pas au courant déjà, le voyage, je ne sais pas qui était chargé de l'organisation, mais il s'y est pris tellement tard que il n'y avait pas assez de place en première classe pour tout le monde. Du coup, déjà, il y a des gens qui ont voyagé en première classe, des joueurs en classe éco. Déjà, t'imagines, ça crée un problème. Parce que pourquoi lui en première, pourquoi moi derrière? Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est pas top. Mais bon, après tu te dis, bon, on va jouer le Brésil, ça passe.
Bon, tu vas jusqu'à Singapour. C'est loin, Singapour. C'était quoi la prime pour affronter le Brésil? 1000 euros. Non. Oui, mais c'est ça la réalité. J'ai pas été au courant de ça, franchement, c'est honteux. Tu nous apprends des choses. Hein. Tu nous apprends quelque chose. Non. 1000 euros. 1000 euros. Tu affrontes le Brésil. Tu te déplaces jusqu'à Singapour en deuxième classe, classe éco, pour 1000 euros. Et on vole vers Singapour, c'est très long. C'est très long. Alors, imagine en classe éco. Surtout quand tu as des joueurs. Imagine, je sais pas moi, certains joueurs qui font des 1m90 en classe éco. Déjà, tu auras les oreilles bouchées. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, c'est clair. Tu nous apprends quelque chose, franchement. On n'était pas au courant de ça. C'est une réalité, ça. Donc, il a fallu qu'aller arriver sur place, des joueurs disent ah, mais oh, ça suffit là. Pour 1000 euros de prime, tout ça, non, on va augmenter un petit peu. Il y avait une histoire de prime comme ça. Si vous retrouvez sur les sites et tout, et certains en avaient parlé un petit peu. Il y avait une histoire de prime. J'ai entendu parler, mais bon, tout n'est pas réglé. Et même après bon, je te garantis, hein, c'est les joueurs qui me l'ont dit. Ensuite, une fois le match joué, les joueurs, ils ne sont pas tous rentrés en même temps. Ils sont rentrés éparpillés. Il y en a, ils sont restés encore à Singapour. Ah ouais. Non, tu peux pas faire ça. Ouais, bah oui, non. C'est compliqué d'avoir des joueurs qui vont gagner, je sais pas moi, je prends des exemples, mais qui gagnent 100, 200 000 euros par mois. Quelqu'un qui gagne, allez, 100, 200 000 euros par mois, quand il vient jouer pour 1000 euros, tu sais qu'il ne vient pas pour l'argent. C'est sûr. Ah ouais, bien sûr. Il vient parce qu'il aime son pays. Et ça, il faut que certains supporters le sachent aussi. Alors, des fois, on peut critiquer le jeu, on peut leur truc dessus, mais il ne faut pas aller trop loin dans certaines critiques, certaines attaques, certaines insultes. Parce que je vous garantis, quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois, les 1000 euros là, de prime qu'il aura, il ne va même pas les manger. Il va les donner à quelqu'un de sa famille ou à quelqu'un qui est dans le besoin. Il vient parce qu'il aime son pays. Clairement, parce qu'il pourrait très bien trouver des blessures diplomatiques. Alors, imagine, pour affronter le Brésil, on te donne 1000 euros de prime. On va te donner combien de primes quand tu vas affronter le Congo et Swatini? Le Swatini, ouais. 200 euros. Voilà. Moi, j'avais entendu l'histoire de prime, mais je me rappelais plus si c'était le Brésil ou pas, quoi. Mais j'avais entendu l'histoire. Je me souviens, j'avais entendu l'histoire comme ça. Ah ouais. Après, Moussa, pour revenir aux déclarations de Baldé, moi, j'avais déjà dit que Aliou Cissé devait s'en séparer après la CAN 2019. Parce que pour moi, Aliou Cissé, il est arrivé. Il a attendu trop longtemps. Après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, tu sais, la Coupe du Monde, c'est un peu mitigé. Pourquoi? Parce que quand même, pour moi, il fait une assez bonne Coupe du Monde. Si le Sénégal ne passe pas, c'est parce que c'est histoire de carton. Mais sinon... Moi, je suis pas d'accord. Non, moi, je suis pas d'accord. Le premier match, deuxième match, fait match nul, troisième match, mais bien sûr. Les gars. En fait, moi, déjà, sur la Coupe du Monde, moi, je me rappelle ces discussions-là sur Facebook. À la Coupe du Monde, pour moi, Aliou Cissé est fautif. Ça, je le dis. Moi, j'ai pas de... À la Coupe du Monde, moi, bien vrai que j'avais même pas demandé qu'on s'en sépare, mais j'étais très critique contre Aliou Cissé après la Coupe du Monde. Ça ne change pas. Parce que pour moi, on gagne le match qui est censé être le plus difficile. Contre le Japon, on se fait rattraper 2 fois. Contre la Colombie, non, moi, je pense que là, il a fauté. Par contre, quand j'écoute les déclarations là, mais qu'est-ce que je vous avais? En fait, le problème, encore une fois, c'est qu'il faut que les gens qui connaissent le foot prennent les décisions. Les décideurs du football sénégalais, est-ce qu'ils analysent juste les résultats? Ils sont là, oui, on est allé là, on a fait finale. Est-ce qu'ils regardent les matchs? On est allé en finale. Aliou Cissé, il fallait le féliciter pour ça et lui dire, mec, regarde bien. Là, on a des lacunes. Ici. Contre l'Algérie, lors de la CAN, on a joué 2 fois l'Algérie. Le reste, c'était Bénin, etc. On perd 2 fois contre l'Algérie. On gagne tous nos matchs. Pendant la finale, pendant 90 minutes, tu as le ballon. Tu ne sais pas quoi en faire. Tu es incapable d'en faire quelque chose. Tu tires une seule fois. C'est un tir de... Comment il s'appelle? Le latéral là. Non, c'est même Sabali. Oui, Sabali. Mais pendant 90 minutes, l'Algérie, ils ont marqué dès la première minute, ils ont laissé le ballon et c'était fini. Mais
Comment tu peux connaître le football, regarder ce match-là, et ne pas se rendre compte que ton équipe a des lacunes? Tu mets Aliou Cissé sur la table, tu lui dis, écoute, là, tu as vu, on a ces lacunes-là. Moi, j'attends des évolutions ici. Sinon, on prend une autre personne. L'opinion ne va pas, l'opinion, la majorité, peut-être certains ne vont pas comprendre, mais ceux qui connaissent le foot, les gars, ils sauront bien pourquoi on l'a limogé. Et on va... En fait, ça pouvait contribuer à rehausser le niveau d'exigence que l'on a de l'équipe. Il est là. Là, on a l'impression qu'à l'UCI, il a fait une bonne canne, c'est bon, on va s'en sortir, etc. Je le répète, on a le meilleur effectif en Afrique. Moi, je regarde l'Algérie en face sans problème. On a le meilleur effectif en Afrique. Cette génération-là, il faut en profiter. Là, on est en train de gâcher des années. Et ça, en fait, toute cette génération-là, mais on a un très bon effectif. Là, on a perdu déjà 4 ans, 2 cas, les gars. Le prochain, c'est l'année prochaine, on va voir. Mais le prochain, si on ne le gagne pas, je ne vois pas comment il peut rester. Hein. Bon, pour rester focus sur les déclarations de Yaya Baldé, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu parles de moi? Mansour. Ah, Mansour. Okay. Ah, pardon. Quand il dit qu'il était le seul, ça montre bien ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au niveau fédéral, ils sont satisfaits d'Aliou Cissé. Parce qu'ils lui ont donné une feuille de route, il la suit. Donc, eux, en fait, ils vont regarder quoi? Ils vont te répondre les choses que je déteste par-dessus tout. Oui, mais regardez, on est désormais première nation au classement FIFA. Oui, mais regardez, on est invaincu en éliminatoire. Oui, mais regardez, on a retrouvé une qualification à la Coupe du Monde après 16 ans. 20 16 ans. ans. 20 ans. 16 ans. Combien? 16 ans. 16 ans, pardon, pas 20. Après 16 ans d'absence, ils vont te dire, oui, mais écoutez, les 2 dernières participations à la CAN, puis celle à la Coupe du Monde, ça a renfloué les caisses. C'est ça qu'ils vont te répondre. Sauf que ça ne suffit pas. Bah, en fait, ils n'ont pas une vision à long terme, alors, oui, ils ne sont pas visionnaires. C'est-à-dire... Le problème du football, et de toute façon, ça ne concerne pas que le Sénégal, ça concerne beaucoup de fédérations, c'est que souvent, quand tu as des gens... moi, je ne pense pas que le football, ça les passionne. Parlons clairement, je ne pense pas que ce soit des gens qui sont passionnés par le football. C'est des gens qui sont carriéristes. Ils sont carriéristes. La fédération, pour eux, c'est un moyen d'atteindre autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, ça pose problème. Moi, ça me pose problème. Parce que si tu avais certains anciens footballeurs, il y a certaines choses que tu ne verrais pas, certains discours que tu n'entendrais pas et certaines attitudes que tu n'aurais pas. Je trouve que ça, c'est important. On n'a pas assez d'anciens footballeurs qui se sont mis dans la fédération. Après, peut-être qu'on leur a mis des bâtons dans les roues aussi, parce que la fédération, attention, c'est une chasse gardée. Hein. Pour y rentrer, c'est très, très compliqué. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de copinage, beaucoup d'arrangements. Il ne faut pas que tu viennes détruire les petits business des gens. C'est une réalité aussi. Hein. Et je vais vous raconter un truc. La finale en 2019, le lendemain, à l'aéroport du Caire, je rencontre El Hadji Diouf, les gars. Je discute avec lui, mais pendant de longues minutes. On était dans le même vol au Royal Air Maroc. El Hadji Diouf, il était très, très critique. Moi, ça m'a très surpris. Parce que El Hadji Diouf, il critiquait l'équipe et il pointait du doigt exactement ce qui n'allait pas. Il critiquait, mais comment il s'appelle? Le coach l'a cité. Mais moi, j'étais bluffé. Je me dis, ouais, mais putain, il connaît bien le football. Il sait ce qui ne va pas, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Diouf, maintenant, il est où? Mais Diouf, il ne critique plus. Non, mais même lui, il sert à quoi? On le voit dans les tribunes, il est habillé en costume, il met des... Il sert à quoi? Est-ce que tu as vu l'effet que ça a fait? Il vient aux entraînements. Alors, au début, quand Aliou Cissé est arrivé, ils étaient un peu en froid avec Diouf, mais Aliou Cissé l'a ramené aux entraînements pour qu'il partage son expérience. Je trouvais ça intéressant. Moi aussi. D'amener des anciens comme ça pour qu'ils partagent très bien. Mais maintenant, El Hadji Diouf, il vient, il participe un peu aux séances, il tape quelques jambes, on le prend en photo, et après, hop, c'est balancé partout sur les réseaux sociaux, les gens sont contents, ils disent, ah, regardez, Diouf, il n'a rien perdu de sa superbe. Mais on s'en fout de ça.
On s'en fout. On s'en fout. Nous, on veut voir ce qu'il apporte réellement à la sélection. Quel est son apport? Avant, Voilà, c'était le plus critique. C'est ça. C'était le plus critique contre Cissé et contre la fédération. Maintenant, Ouais. en fait, la fédération, elle s'est acheté la paix. Il parle trop, on va le mettre dedans. Parce que On l'a s'il est fait dedans, fermer sa bouche, en fait. il est pieds et poings liés. Exactement. Enfin, Exactement. Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais par Ils ont essayé mais de faire tu sais, pareil ils ont essayé de faire pareil avec Amdi Faye, sauf qu'Amdi Faye, il est très très compliqué. ouais, mais par Ça contre, va mal. moi, je suis pas d'accord avec certaines de ses critiques quand même. Hein. À Amdi Faye, des fois. Hein. Il dit Non, beaucoup de on peut bêtises. pas être d'accord. Ah, bien sûr. Moi, je trouve qu'il va trop loin aussi des fois. Ouais. Ouais. Mais voilà. Ou parfois, il s'enflamme, en fait. Ouais. Bon, Mansour, Mais je sais après, pas non, si pour revenir aux déclarations, ouais, c'est. Après, on revient toujours au même point. Là, tu lis Cissé, tu mets qui? Il faut. Ouais. Le timing. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que pour nous, on était pour le renforcement du staff, quoi. Parce que là, C'est malheureusement la seule solution. Il faut un staff renforcé avec un meilleur entraîneur. C'est tout bête, hein, un meilleur entraîneur des gardiens, un meilleur analyste vidéo, un meilleur préparateur physique. Mais Mansour, il n'y avait pas Omar Daf qui devait intégrer le staff pendant un moment? Ouais, mais après, la fédération avec Omar Daf, c'était pas clair. En fait, la fédération, des fois, j'ai l'impression qu'ils refusent de mettre la main à la poche. À un moment donné, les choses, elles ont un prix. Et plutôt que de se fatiguer, ben, Omar Daf, il a fait quoi? Ben, il est parti à Sochaux. Fais-toi ton expérience. Et même limite, c'est tant mieux. Les gars, les mecs comme Omar Daf, comme un Bailey qui est à Anderlecht et tout, là. Il y a un autre aussi qui est en Allemagne. Faites vos expériences. Accumulez de l'expérience. Faites-vous un background. Sélection, là, c'est compliqué. Hein. Surtout, C'est vrai. c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, Ouais, allez je suis faire vos d'accord. expériences. Allez vous acquérir. Allez absorber plein de choses, plein de connaissances avant de tenter cette aventure-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord. bon, Mansour, je sais que tu as eu une grosse journée. Après, je sais pas si tu as envie de Ouais, franchement, continuer. t'as vu, il y a des grosses cernes en plus, ça se voit. Ouais, je vois. Donc, on va pas te retenir longtemps. Merci vraiment d'avoir été avec nous pour les analyses C'est gentil. pertinentes. On espère te revoir quand tu veux. Nous, on fait des lives régulièrement. Donc, si tu as envie de Avec revenir, plaisir, écoute, avec plaisir, en tout cas, il y avec a plaisir, ça, c'est aucun avec souci. plaisir. Mais si tu veux, je sais pas si tu as envie de parler de Soccer Avenue ou pas, parce que des fois, il y a des joueurs qui nous suivent. Donc, si tu as envie d'en parler un peu. Bon, pour en parler rapidement, Soccer Avenue, c'est un projet qui est maintenant une boîte qui a maintenant 4 ans. Le but, c'est surtout, notamment pour les footballeurs africains, les sportifs africains, de mettre en avant leur communication, leur image. Parce que malheureusement, l'aspect marketing, sponsoring, c'est quelque chose de très important maintenant aussi dans le monde du football. Et souvent, les joueurs africains, les sportifs africains, ils n'ont pas conscience de leur potentiel, ou ils se dévalorisent beaucoup, etc. Et nous, maintenant, voilà, on est là pour leur dire, ben non, écoute, on peut trouver des contrats de sponsoring avec des équipementiers, on peut travailler sur ta communication, ta visibilité pour que, voilà, quoi, pour que tu atteignes l'aura que tu dois avoir, tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler de quelques joueurs ou de quelques sportifs dont tu t'occupes? Alors, on a commencé au tout début avec Mambi Ramdjouf et Chekou Kouyaté. Après, on a continué avec d'autres. Et là, actuellement, on a Ibrahim Agnan, qui va bientôt revenir à Metz. On a Moussa Ndiaye qui est au Barça. On a Prosper Mendy qui est en Norvège. On a Abdoulaye Sissoko, le neveu de Dembaba, qui est en MLS, qui va normalement, si tout se passe bien, intégrer les Seattle Sounders pour cette saison. On a plein de joueurs comme ça. On a des joueurs avec qui on bosse sur toute la saison, d'autres avec qui on bosse ponctuellement. Par exemple, des joueurs qui vont nous contacter, nous dire là, j'ai plus d'équipementier, il me faut un équipementier pour mes crampons. Voilà. Après, il y a des marques qui vont nous contacter pour nous dire tel joueur, il nous intéresse. Est-ce que ce serait possible de faire un partenariat pour une marque, pour un produit, voilà, pour des publications sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, c'est super intéressant et ça valorise l'image des sportifs. Voilà, donc pour ceux qui nous suivent, je pense qu'il y a des joueurs. Donc, si vous voulez, vous pouvez le contacter via les différents réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Twitter. Ou même, je pense que sur le site soccer.fr aussi, il y a toutes les infos. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Bon, le message est passé. Voilà. Bon, en tout cas, merci Mansour pour ce. Et merci à vous et puis bon courage et puis voilà, à la prochaine. À la prochaine. Merci Mansour. Hein. Bonne soirée à toi. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bon, Tafa, si tu es disponible, tu peux entrer. Hein, si... Ok. Lenzo, ça va? Ouais, ça va. Je
Je suis sorti de l'hôpital aujourd'hui. Hein. Il n'est pas là. Ah non, mais c'est mon asthme là. Bon, on va attaquer la dernière partie. Je ne sais pas s'il est disponible ou pas. Donc, on va commencer. S'il nous écoute, il pourra entrer parce que là, il commence à faire tard et pour les gens, ça peut être compliqué. Bon, on va attaquer cette troisième partie qui sera consacrée au problème des infrastructures. Donc, quand on voit le problème de manque d'infrastructures au Sénégal, ce déficit de bons stades notamment, parce que moi, le stade de la Dior, je ne le considère pas comme un beau stade. Je pense que c'est de la poudre aux yeux. Est-ce qu'on ne se trompe pas de priorité dans le football sénégalais? Pour moi, clairement, si, parce que les infrastructures, pour qu'une équipe nationale puisse gagner, il faut qu'ils aient des infrastructures de qualité, des bonnes pelouses, parce que c'est pas normal qu'une sélection comme le Sénégal, qui regorge de talent, qui a un effectif de qualité, puisse jouer dans un stade comme la Dior. C'est inconcevable. Donc oui, déjà pour gagner, il faut avoir un beau stade et une bonne organisation et des infrastructures qui font que les joueurs ils viennent en sélection, ils se sentent à l'aise et ils peuvent déployer leur talent. Parce que avec le stade de la Dior, moi je ne sais pas comment un Sadio Mané il puisse exploiter son talent, comment un Ismaël Assar ou bien un Crépin Diatta puisse jouer dans de bonnes conditions. Donc oui, c'est un grand problème les infrastructures pour moi. Lenzo. Alors, les infrastructures, moi, avant même de parler de l'équipe nationale, nos clubs, quoi. Oui, les clubs, oui. Les championnats locaux, bien sûr. Exactement, parce que c'est nos clubs qui vont jouer sur ces pelouses-là chaque semaine, quoi. Donc, c'est surtout pour ça, en fait, qu'on se doit d'avoir des infrastructures pour nos locaux, pour qu'ils reçoivent les équipes qui jouent déjà dans le championnat avec des infrastructures, qui reçoivent... En fait, pour développer ton championnat, il n'y a pas de miracle. Hein. Tu passes par les infrastructures. Tu vas en Égypte. En Égypte, c'est extraordinaire. Tu as l'impression que tu es en Europe. Parce que dans une même ville au Caire, tu as 4 stades minimum fonctionnels, des stades internationaux. L'équipe nationale, les clubs, partout, ils reçoivent où tu veux, dans une même ville. Mais il n'y a pas de secret. C'est pour ça que l'Égypte est capable de te mettre sur pied une équipe composée de locaux et de gagner la Coupe d'Afrique sans problème, sans aucune contestation possible. Parce que chez eux, ils sont déjà professionnels. Donc, les infrastructures, ça sert déjà à ça. Maintenant, qu'un pays comme le Sénégal, on est un grand d'Afrique. Bon, sur le papier, on est un grand d'Afrique. Donc qu'un grand d'Afrique n'ait même pas une seule pelouse, un seul stade. Et attention, le stade de la Dior, là, il y a une dérogation, mais il n'est même pas conforme aux normes internationales. Hein. Exactement. Donc, moi, sincèrement, ça me choque. En février, j'étais au Sénégal en février. La bonne nouvelle, c'est que le nouveau stade, il avance là. Diamniadio. Exactement. J'avais même pris des photos, mais le nouveau stade, il est en train de... Je suis passé la nuit, j'ai vu les lumières, etc. Ça n'a pas en forme. Hein. Ils sont en train de le construire, etc. Donc ça, c'est bien. Mais ce qu'il faudrait, moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que ce stade-là, à Saint-Louis, il faut un stade. À Ziguinchor, il faut un stade, ou rénover un stade, je ne sais pas. Mais il faut que l'équipe nationale ait au moins 3 stades fonctionnels. Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor. Et quand ce sera le cas, que l'équipe nationale aussi aille jouer à Saint-Louis, aille jouer à Ziguinchor, etc. Et ne pas se cantonner à Dakar ou à Thiès. Mais tout ça, ça participe à développer l'équipe nationale, à rapprocher l'équipe nationale avec les peuples aussi. Parce que imagine Saint-Louis a un stade fonctionnel et qu'ils reçoivent par exemple des éliminateurs de Coupe du Monde, supposons qu'ils reçoivent le Cameroun, etc. Moi, je vous dis, même si le stade est à 50 000, 60 000, ça va se remplir. Hein. Ils vont être bouillants, etc. C'est comme ça, en fait. Mais tout ce qu'on dit là, mais c'est le rôle de la fédération. C'est à eux de penser à ce genre de choses. Moi, je ne sais pas si à la fédération, il y a des gens qui bossent dans la com,
qui sont sur le terrain. Au-dessus de leur prérogative, quoi. Je pense que c'est à la responsabilité du ministère des Sports. Mais est-ce que, je suis d'accord, mais est-ce que, en tant que président de fédération, ton rôle n'est pas de faire pression sur ton ministère? Là, ils sont en train de rénover quelques stades parce que là, la plupart des clubs, ils jouent dans des stades municipaux. Hein. Mais à Dakar, là, tu vois, le stade Demba Diop, il n'est pas disponible. Le Léopold Sédar Senghor, il n'est pas disponible. Donc, tu vois, ça cause problème pour les équipes qui sont dans les alentours comme le Djaraf ou NGB. Voilà. Dakar Sacré-Cœur, ils ont des installations, mais bon. Ouais. Bon. À l'extérieur, si je ne me trompe pas. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses à faire. Côté il y a beaucoup de choses, ouais. Parce aujourd'hui, que non, aujourd'hui, je voulais dire aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'accueillir, par exemple, une Coupe d'Afrique? Moi, je ne pense pas. Hein. On n'a pas. Ils se sont positionnés pour 2025, non? Pour organiser, non? Moi, aux dernières nouvelles, on s'était positionné avec la Guinée. Oui, c'est ça que j'ai vu aussi. Voilà, c'est la honte. Pas par rapport à la Guinée, j'ai aucun problème avec la Guinée. Mais que le Sénégal ne soit pas capable d'organiser lui-même une compétition, c'est la honte, les gars. C'est la honte. Voilà. C'est honteux. Hein. Franchement, c'est honteux. Là, je suis d'accord aussi. Hein. Mais bon, on va parler de... Pardon, excusez-moi, je suis obligé de me rappeler la gorge. Donc, l'Allemagne, après son échec lors de l'Euro 2004, pour repartir sur le bon pied après son élimination précoce, s'est inspiré de la France. Et les résultats ont payé plus tard. Est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer du modèle français? Moussa, c'est difficile parce que en Afrique, on a nos codes et en Europe, ils ont leurs codes. Donc, je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre, mais tout n'est pas bon à prendre aussi parce qu'il faut prendre le contexte africain aussi dans ça. Je pense que, comme je dis, il y a des choses à prendre, c'est clair, mais pas tout. Pas tout. Je pense qu'il faut faire un mix des deux, quoi. Mais il n'y a pas tout. Comme quoi, par exemple? Je pense que déjà, il faut avoir des infrastructures déjà. C'est parce que quand tu vas à Clairefontaine, tu vois que tout est organisé. Tu vois que tout est ordonné. Tu vois que de la sélection de jeunes jusqu'à l'équipe A, il y a un système de formation qui est mis en place. Il y a une politique, il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est très complet. Hein. C'est très complet. El Khairi, bon, j'ai trouvé votre live intéressant. Prochaine fois, j'aimerais y participer. Bon, merci pour ce commentaire. Bon, on verra. Hein. Il n'y a pas de souci. Nous, on est ouvert à tout. On a déjà laissé. Avec plaisir. Avec plaisir. Il y aura pas de souci. Si c'est possible, on le fera sans souci. Donc, Elzo, je te laisse continuer. Désolé de t'avoir coupé. Non, je disais que c'est difficile. En fait, c'est difficile de tout copier. Il y a des bonnes choses à prendre comme la formation, la tactique, la vidéo. Mais pour ça, il faut avoir les infrastructures, il faut avoir le matos. Si on n'a pas le matos, ça ne sert à rien de copier parce que tu vas rien en faire. Moi, copier, pourquoi pas. Mais effectivement, je pense que les systèmes ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Les objectifs de formation ne peuvent pas être les mêmes parce que le contexte social, le contexte économique n'est pas le même. En fait, la DTN, que ce soit en France ou en Allemagne, ils ont le luxe de pouvoir former des joueurs et les mettre à disposition de leurs équipes de Ligue 1, Ligue 2, etc. Nous, il y a un contexte qui fait que, bien sûr, tu formes les joueurs. Déjà, ils ont envie de partir. Ça c'est la première chose. Hein. Donc, on le voit avec les Djambars et autres. Les joueurs qu'ils forment, ils n'ont qu'une hâte, exploser en championnat et repartir. Donc, quand tu formes des joueurs, c'est bien, mais est-ce qu'on a les moyens de ce qu'on veut faire? Si on copie sur l'Allemagne, je ne pense pas. En fait, ce qu'il faut, et aussi autre chose. Alors, moi, c'est vrai que au Sénégal, ça fait longtemps, hein,
ça fait longtemps que j'y vis plus. Donc, je ne sais pas si le Nawetan a toujours autant d'influence sur les joueurs professionnels. Est-ce que les professionnels et les jeunes de centre de formation qui aspirent à faire une carrière passent toujours par les Nawetan, etc. Parce que de loin, moi, la vision que j'en avais, c'est que ce n'est pas toujours bien que les joueurs fréquentent les Nawetan, etc. Parce que déjà, ce n'est pas professionnel, ça peut même être dangereux. Ça, comment dire, il y a les histoires comment on appelle ça, les âges qu'on raccourcit, etc. En fait, tout ce contexte-là est à prendre en compte. Copier le style allemand ou français, et non, on peut s'inspirer et dire, oui, au niveau de la formation, non latéraux, par exemple, on va les former de tel, on va apprendre à nos latéraux, on va plus miser sur la technique, etc. Ça, je pense qu'on peut le faire, donc sur le modèle de formation. Mais on ne pourra que se limiter à ça. Ben, voilà. Justement, je parlais de ça, en fait. Par exemple, quand tu vois les résultats aujourd'hui, Génération Foot, tu vois, ils ont signé un partenariat avec le FCMS. Donc, il y a un certain transfert de compétences qui est fait. Ce qui fait que leurs joueurs, parce que Génération Foot accueille les joueurs dès le bas âge. Il ne faut pas comme les clubs traditionnels là, qui prennent des joueurs, par exemple, qui sont âgés, par exemple, comme tu le citais, qui sont passés par les Nawetan et tout. Eux, ils misent vraiment sur la formation. Donc, quand ils arrivent en Europe, ils ont déjà, comment ça s'appelle, la base. Non, mais bien sûr, je vais te poser une question. Voilà, pour s'adapter, souvent, c'est pas si compliqué que ça. Moussa, je vais te poser une question. En fait, il faut aller au fond des choses. Génération Foot, ils ont un partenariat, les joueurs vont à Metz, etc. Ils ont des carrières professionnelles. Très bien, mais je vais te poser une question de fond. Vas-y. Tu te rappelles du scandale qu'il y avait eu en France sur les quotas? Oui. C'était lors d'une réunion de la DTN où l'entraîneur de l'équipe nationale de l'époque, Laurent Blanc, était convoqué avec Guy Lacombe, je pense, il était DTN ou je ne sais pas quoi. Il discutait en fait de comment on devrait former les joueurs. Est-ce qu'il faut toujours miser sur le physique quand on les recrute? Est-ce qu'il faut plutôt peaufiner la tactique? Quel genre d'attaquant on manque en France? Ce genre de choses. Mais tu vois, ces discussions-là, je ne parle même pas du résultat. Bon, l'histoire du racisme, j'en parle pas. Mais ces discussions de fond-là, sur comment on forme les joueurs, sur quel type de profil on veut chez nos jeunes pour qu'ils montent en équipe nationale, etc. Est-ce qu'on a ça au Sénégal? Moi, je ne dis pas qu'on n'a pas. Hein. Moi, je ne suis pas au cœur de la DTN. Je ne sais rien du tout. Mais franchement, j'ai envie d'avoir une très bonne surprise et qu'on me dise oui, ça existe. Ouais, ça existe. Mais je vais te citer quelques exemples. Oui. Kalambot, il a été formé à Djambar. Idrissa Gana Gueye, Djambar. Mais non, je ne parle pas de ça. Tu parles de quoi? Non, alors, sur les joueurs qu'on forme, oui. Mais moi, je parle du modèle de joueur qu'on veut fabriquer, entre guillemets. Je parle de ça. Ben, du modèle de joueur. On ne devrait pas s'inspirer, par exemple, pas forcément la France, mais par exemple de l'Espagne, parce qu'on a souvent, par exemple, un problème au niveau de l'animation offensive. Est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer comment ils forment leurs joueurs dès le bas âge, quoi? Moi, je parle de ça, justement. Ouais, voilà. Moi, je parle de discussions plus subtiles sur le type de joueur, sur le type de jeu. Sur le profil. Sur le profil des joueurs qu'on veut fabriquer pour avoir ces joueurs-là en équipe nationale. Normalement, le DTN, il doit s'asseoir, dire oui, nous, dans notre équipe nationale, dans nos clubs, dans nos internationaux, on a ce profil-là, etc., ce genre de joueurs, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas s'orienter vers plus former nos joueurs, les faire. En fait, je dis n'importe quoi, hein, plus les faire jouer à gauche, qu'ils aient l'habitude dans la formation, etc. Ce genre de discussion assez technique, pas sur le nombre de joueurs qu'on forme. Non, moi je m'en fous du nombre. Le nombre, entre guillemets, ça ne veut rien dire. Tu vois, moi je parle de profil. Est-ce qu'on fabrique le bon type de joueur? Il y a aussi beaucoup de joueurs qui viennent de France. Attends, Lenzo, il y a juste une précision de Sambé Ali. Il a raison. Je pense que tout à l'heure, tu as parlé de Lacombe. Ce n'était pas Lacombe en 2011 de DTN, mais c'était François Blacard. Blacard, ok, d'accord. Ouais. Très bien. Merci. Merci Sambé Ali. C'était en 2011. Voilà. Merci. Donc, en fait, moi, je parle de ça. Moi, c'est ces discussions assez techniques
avec une vision à long terme. Ouais. Moi, c'est ça que je veux savoir si ça existe dans notre... Est-ce que nos DTN font ça? Mayacine Mar, il est là depuis, je ne sais pas combien... C'est quoi le bilan de Mayacine Mar, en fait? Mayacine Mar, c'est l'appel qu'il le pose ici. Mouche, oui, ça va, Nangadev, je te respecte beaucoup. Mais c'est quoi ton bilan? Il va te répondre quoi, en fait? Moi j'aimerais intervenir, mais avant ça, je suis ravi de voir que Linzo s'est rétabli. Ça Oui, fait je suis là. plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, merci. Toujours aussi mordant et qui ne mâche pas ses mots. Franchement, tu as parfaitement raison, en fait, parce que c'est le boulot de la DTN, en fait, de façonner un profil de joueur du type sénégalais, en partant peut-être de sa morphologie, des caractéristiques du joueur sénégalais, de certaines facilités, peut-être également en prenant compte des types de pelouses disponibles au Sénégal globalement. Travailler dans la réflexion, inviter tous les techniciens sénégalais, chevronnés et même les jeunes techniciens pour penser sur cela. Essayer de confectionner même une sorte de bible du football sénégalais où on se dit qu'est-ce qui correspond mieux aux caractéristiques du joueur sénégalais. Est-ce qu'on doit miser plus sur un jeu, peut-être même pas s'appuyer sur, disons, s'inspirer du modèle français, du modèle allemand, du modèle espagnol. On peut s'inspirer d'autres modèles qui existent en Afrique. Ce n'est pas un débat qui n'existe pas en fait. L'Afrique du Sud, par exemple, c'est un pays africain. On connaît le type de football que pratiquent les clubs sud-africains, l'équipe nationale d'Afrique du Sud également. On sait comment ils jouent. Parfois même, on leur reproche de continuer de se faire des passes même dans la surface de réparation adverse. On l'a vu. Donc, il y a des équipes africaines qui ont déjà, disons, résolu cette question-là. Cette question de quel est le football qui nous correspond. L'Égypte, pareil. Si on voit des équipes comme le Zamalek ou Al-Ahli, comment ils jouent, on voit également l'équipe nationale d'Égypte jouer pareil. Ça ne gagne pas tout le temps. Mais c'est le modèle qui a fait gagner l'Égypte en 2006, en 2008, en 2010 avec Hassan Khadja. C'était très cohérent. Les joueurs changeaient pourtant. En 2006, par exemple, il n'y avait pas Osni Rabou au milieu de terrain. Il y avait Ahmed Hassan au milieu de terrain. En 2010, on a eu Osni Rabou au milieu de terrain. Et ça n'a pas vraiment changé. On a vu presque du Ahmed Hassan, du copier-coller. Abou Trika, lui, c'est un inamovible en fait. On a un vrai numéro 10, peut-être l'un des derniers Mohicans de ce poste-là en Afrique. On avait aussi une défense à 3 centraux avec Wael Goma, El Sayed, tout ça. Et on avait sur les côtés El Mouawad et on avait Ahmed Fati. Des pistons. C'est là, moi, où j'ai commencé à voir des pistons. Ça n'a même pas été en Italie. Donc, c'est juste que pour dire que les compétences sont en Afrique. Il n'y a même pas besoin d'aller s'inspirer du modèle allemand, peut-être s'inspirer du modèle français par rapport à Clairefontaine. Je ne sais pas si vous avez déjà abordé cette question-là. Non, on n'a pas encore abordé, on va en parler. Encore. Donc, juste pour dire que la direction technique nationale devrait vraiment se charger de cette question-là par rapport à penser sur quel football on devrait vraiment bâtir nos sélections et avoir même également des sélections de U13, même s'il n'y a pas de compétition globalement en Afrique pour des sélections de U13, mais faire en sorte qu'il y en ait dans les clubs. Ouais. Non, je veux dire globalement, tu sais, les compétitions de U13, il y en a beaucoup en Europe, hein, comme la Danone Nations Cup. Ouais. Par contre, en Afrique, il n'y en a pas pour les sélections. Maintenant, je dis, à défaut de les avoir en sélection, de les avoir ici au Sénégal, d'avoir au sein des clubs, d'exiger qu'ils en aient, ou au moins les clubs formateurs, qu'ils aient des équipes de U13 et qu'on fasse un championnat, même si ce ne sera pas un championnat à 20 matchs, même une dizaine de matchs, ça suffit. S'il y a juste le Casa Sport, Djamba, Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, Oslo, même des clubs qui ne sont pas en première ou en deuxième division, qui nous présentent des U13. Parce que ça va constituer un nucléus de joueurs qu'on va avoir en U15,
qu'on aura en U17, qu'on aura ensuite en U20, ça permet d'avoir peut-être un noyau de 100 joueurs, d'une centaine de joueurs qui nous proviennent d'un peu partout du Sénégal avec des profils un peu différents. Et à partir des U13, les regroupements qui se feront du côté de Toubab Dialaw, de Guéréo, vont nous permettre d'avoir déjà des joueurs qui savent comment on joue en équipe nationale du Sénégal A, parce qu'ils sont préparés depuis les U13 à comment ça devrait jouer. Quand tu es latéral en équipe nationale, dès les U13, tu sais comment ça joue. En fait, c'est cela. C'est plus facile d'apprendre à un enfant de nager, en fait. Moi, personnellement, j'ai appris très tard et je sais toujours pas nager. Vous, les lévous, peut-être, ça vous est plus facile. C'est vraiment comme les rollers aussi. On apprend toutes ces choses-là quand on est jeune, quand on est plus petit. C'est plus simple. Pour le football, c'est pareil. Moi, j'avais un copain. On jouait ici dans le quartier à Ziguinchor. Il a commencé à jouer peut-être à 17 ans. Mais même pour tirer des pénaltys, c'était galère, je te jure. Tu avais l'impression que le gars avait deux pieds droits ou deux pieds gauches, quoi. Même la démarche, la course d'élan, c'était affreux. Juste pour dire que c'est un truc qu'on fait dès le bas âge. Donc, on n'est vraiment pas en train d'inventer des choses ici. Il faudrait quand même qu'on dise, ce directeur technique national-là, qui est Mayacine Mar, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Le gars, il voyage. Il a en plus la chance d'être au Sénégal. Une équipe qui qualifie ses U17, ses U20, ses U23, son équipe nationale locale, son équipe nationale féminine, son équipe nationale de beach soccer. Il les accompagne partout. Comment il a le temps de faire de la prospection dans les régions? Comment? Il a amassé, je ne sais pas, en 2018 ou en 2019, où on avait quasiment toutes nos sélections qualifiées dans des compétitions. Il les a quasiment toutes accompagnées. S'il n'accompagne pas une sélection, c'est parce que, par exemple, il y a deux sélections qui se déplacent la même semaine et donc il choisit. Et tous ces déplacements-là, il touche des per diem. À la fin de l'année, il avait touché jusqu'à 58 millions. Juste en per diem. Est-ce que c'est le travail du DTN? Mais non. Mais... Donc, interrogeons-nous sur cela et voyons vraiment. Le problème au Sénégal, c'est qu'on ne fait jamais de bilan complètement à froid. Mais justement, c'est ça. Tu as l'impression que les gens sont là. C'est un poste, en fait, comme un poste dans une entreprise. Tu es là, mais même dans une entreprise, quand tu ne bosses pas, tu es remis en cause. Hein. Sûr. Mais là, c'est le service public, tu étais un fonctionnaire, en fait. Tu as l'impression que c'est le service public, tu es fonctionnaire. Tu es un enseignant, tu es là, bah, même si tu es nul, bah, tu es là. En réalité, cela gère vraiment cette fédération-là et le football sénégalais comme une épicerie familiale. Moi, je me souviens qu'on avait une épicerie familiale ici chez moi où on ne demandait jamais de bilan à la fin du mois. Donc, l'argent pouvait disparaître, on ne demandait pas. C'est presque pareil, le football sénégalais est géré comme une épicerie familiale. Et franchement, on ne parle pas de chez moi où c'était vraiment une épicerie qui faisait 1 million de francs par... Et puis ça concerne ma famille, hein, c'est pas votre problème, les gars. Juste pour dire que là, il s'agit de notre football. En fait, c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable. Aliou Cissé est payé 15 millions. Mayacine Mar, il ne fait pas du bénévolat. Maître Augustin Senghor aussi profite de ce football-là. Tout ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils méritent leur salaire. C'est une chance qu'ils ont. Bien sûr. Qu'ils méritent leur salaire et qu'ils ne nous disent pas qu'ils font du bon travail qu'on la boucle. On ne va pas la fermer. Si on la ferme dans les télévisions traditionnelles, on viendra sur Instagram leur rappeler leur rôle. Mais Tafa, aujourd'hui, comment on dispose de centres à Guéréo et à Toubab Dialaw, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer ça entre guillemets en Clairefontaine, comme tout à l'heure tu parlais de la formation à partir de 13 ans, parce qu'à Clairefontaine on voit que le centre accueille les jeunes à 13 ans avec un suivi, il y a un podologue, il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a aussi une assistance au niveau des études. Est-ce que ça, c'est pas un modèle à copier plutôt que de laisser les centres là vacants où il n'y a personne? Est-ce qu'on ne devrait pas s'en servir pour sublimer notre potentiel, notre vivier, quoi? Si seulement on avait l'Instagram de Mayacine Mar, on l'aurait invité un petit peu à écouter cela. C'est parce que c'est juste si ça peut l'inspirer. Ça, c'est son boulot, par exemple. Écrire un mémorandum où il fait
peut-être état des manques du football sénégalais. Et partir de là, s'inspirer. Copier les meilleurs, c'est vraiment pas mauvais. On a vu ce que les Français ont réussi avec Clairefontaine. On a vu que l'Allemagne a copié la France. Si l'Allemagne a eu l'humilité de copier quelque chose qui marche en France, nous, au Sénégal, qui n'avons rien gagné jusque-là, je pense que ça rejoint la thématique globale de ce live. On n'a rien gagné. On devrait s'inspirer du modèle français. On a 2 centres techniques, tu l'as dit, à Guéréo et à Toubab Dialaw. Ce qui manque là-bas, peut-être, c'est, disons, une structure d'accueil qui réponde à certaines exigences du très haut niveau. Je pense que les dortoirs à Toubab Dialaw et à Guéréo sont d'un niveau très standard. On pourrait vraiment relever ce niveau-là, peut-être même aller à un niveau d'hôtel, pour même permettre à l'UCC et l'équipe nationale A d'y faire des camps, des regroupements, sans aller tout le temps à Fleur de Lys ou au Radisson, tu vois, de prendre le bus pour aller loin. Il y a de bons terrains de football, que ce soit à Toubab Dialaw et à Guéréo, en gazon naturel et en synthétique. On se souvient que l'équipe nationale allait souvent jusqu'à Djambar, à Sali, pour aller s'entraîner. Si tu disposes de tout cela, là où tu crèches, mec, c'est pas simple. Tu gagnes du temps. Et maintenant, par rapport à cette idée-là de transformer Guéréo ou Toubab Dialaw, ou les deux, en des centres du même type que Clairefontaine, franchement, ce serait la meilleure idée que Mayacine Mar pourrait avoir, de le mettre sur papier, de le présenter à la fédération, d'aller chercher les financements pour organiser des détections un peu partout au Sénégal, de faire des championnats de U13, pour U15, permettre de U17, U13, de U15, de U17, tout ça, mais pour permettre déjà la détection dès les U13 en fait. Parce que pour commencer cela, il faut commencer déjà avec des U13. Tu as les U13, tu les as en regroupement périodique. Parce que là, on n'est même pas en contrainte de club où tu te dis non, la libération des joueurs. Non, on parle de gamins qui n'ont pas encore 13 ans. Ils vont juste à l'école. Tu as dans ces centres-là à Guéréo, tu y mets des classes d'excellence. Parce que le footballeur aussi, il devrait être super bon à l'école. Ça permet même d'être dans l'anticipation. Les gens intelligents à l'école et bons au football aussi, on devrait en avoir au Sénégal. Oui. Pas juste les gens qui lâchent les études en 3e ou juste avant le baccalauréat. On devrait également avoir des universitaires qui en équipe nationale 10 ans plus tard, avec des affinités techniques, des affinités sociales également. Doter cette infrastructure-là de professeurs, de conseillers mentaux, parce que de psychologues, tout ça. De psychologues, exactement. Tu le disais tout à l'heure, de podologues également, de médecins du sport, pour que ces gamins-là ne manquent de rien, en fait. Et on verra le résultat, par exemple, dans une dizaine d'années, plutôt que de continuer à miser tout sur nos jeunes qui réussissent en Europe et qui sont rappelés en sélection, sur les binationaux, qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais eu de vécu ensemble. Et cela pose également le problème de ceux qui se déchirent pour que l'équipe nationale gagne, alors que d'autres viennent vraiment sans connaître vraiment l'histoire de ce football, de ce pays-là. Les intérêts sont divergents en fait en équipe nationale pour ce genre de sélection-là où tu as des binationaux, des gars qui ont attendu l'équipe de France tellement longtemps qu'ils ont fini par devenir internationaux à 28, 29, 30 ans. Tu vois le genre? C'est pas pareil avec des gamins qui ont été ensemble à Guéréo quand ils avaient 13 ans en 2021 et que lors de la CAN 2031, je ne sais pas si ce sera au Sénégal, ce seront des gamins qui se connaissent depuis 10 ans, qui ont joué ensemble, qui ont joué contre eux-mêmes et qui finalement vraiment vont constituer une belle ossature de l'équipe nationale. Si ça ne gagne pas non plus en 2031, au moins tu auras mis les fondations.
Parce que je me souviens de Paul Barnabé, qui coachait l'équipe nationale de Madagascar de beach soccer. On s'était rencontrés lors d'une session de formation d'entraîneur de beach soccer. Madagascar avait pris tout le budget de l'équipe nationale de football pour le mettre dans la préparation de l'équipe nationale de beach soccer. Ils ont gagné la CAN de beach soccer en 2015. On parle de Madagascar. Ils n'y avaient jamais participé. Ce genre de décision forte-là, c'est cela qu'on attend au Sénégal. Vraiment consentir, penser à un objectif et y mettre les moyens. Il me disait, vous savez, vous, au Sénégal, vous ne travaillez même pas, mais vous excellez. Le jour où vous travaillerez à la base, il disait, moi je pense que le Nigeria, certes, a un potentiel humain qu'aucun pays africain n'a, mais il voyait vraiment que le Sénégal gagnerait la première Coupe du monde de beach soccer dans le monde, en Afrique. Ce sera le premier pays africain qui le gagnerait. Parce qu'on est 4 ou 5 fois champion d'Afrique sans vraiment travailler, en fait. Tu vois le genre, c'est pareil dans le football. On est première nation africaine, mais où est-ce qu'on a vraiment travaillé pour avoir ce résultat-là? C'est juste pour montrer qu'on est béni des dieux, en fait, en termes de talent. Par contre, on n'a pas vraiment mis les fondations de cette réussite qu'on a, en fait. De toute façon, c'est ce qui pousse les clubs européens à venir piocher en Afrique. Exactement. Parce qu'ils savent qu'en Afrique, il y a le talent naturel, en fait. Ils ont le talent. Et un peu plus au Sénégal, d'ailleurs. Voilà, donc ils l'ont déjà. Ce qui reste à parfaire, c'est juste la formation, les acquis. Tu lui montres comment se placer sur un terrain, comment presser, comment défendre, voilà, des trucs comme ça, quoi. Mais le vivier, il est déjà au Sénégal. Effectivement. Avoir de bons terrains praticables, surtout. Ah, mais ça, on a déjà parlé. Hein. Les autres, tu voulais ajouter quelque chose ou... Non, il a tout résumé, hein, franchement. Au niveau de la formation, c'est sûr qu'il faut s'inspirer et il faut prendre à la base, c'est-à-dire des jeunes pour pouvoir les développer ensemble pour que plus tard, ils forment une bonne équipe. Et comme il a dit, si ça ne marche pas 10 ans plus tard, au moins, tu auras déjà posé les bases pour les générations futures et ainsi de suite. En fait, soit un projet de jeu global qui dure un vrai travail de fond, comme on appelle. C'est-à-dire que tu prends à la base pour la ramener plus haut. Quoi. C'est ça. Lenzo. Ouais, non, mais franchement, je ne vois pas quoi rajouter après Tafa. Ah, c'est Tafa, il faut dire. Il a tout dit. Tu m'as déjà en oubli, mon gars. Non, mais il a tout dit. Il nous manque une vision long-termiste. Ouais, global. Global, long-termiste, tu vois. Voir plus loin, en fait. Ouais. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec notre football, etc. Mettre en place ce vrai Clairefontaine-là. Prendre les joueurs dès le bas âge, leur apprendre comment jouer, etc. Les voir plus tard en équipe nationale. Et en alternant la formation et les études, les études et les sports, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Même en France, hein, si tu prends une génération de joueurs à Clairefontaine, ensuite ils vont dans les clubs. Des fois, même tous ne passent pas pro, hein, ça existe. Que ce soit le chemin par Clairefontaine ou par le chemin classique des centres de formation de clubs, il y a un taux très faible qui réussit à être professionnel. Je parle même pas de ceux qui finissent international ou dans des jouent de la Coupe du Monde, etc. Donc, c'est très important de mettre l'accent en fait aussi sur les études. Donc, ceux qui ne deviennent pas professionnels, au moins ils ont le bac, au moins ils pourront devenir médecin, avocat, entraîneur. Exactement. Il faut fabriquer des joueurs. Il faut voir d'autres alternatives. Mais bien sûr, les footballeurs neuneux là, qui ne comprennent rien, qui ne savent même pas s'exprimer, ça aussi, il faut arrêter avec ça. Hein. Franchement, il faut arrêter avec ça. Voilà. Bon, il y a une dernière question. Ouais, vas-y. Oui, je voulais rebondir sur la question justement, parce que c'est un grand frère à moi qui la pose. Voilà, c'est ça. Je voulais poser cette question. En fait, le Banks 18 qui dit qui, selon vous, a le profil idéal pour la succession d'Aliou Cissé? Moi, je vais me mouiller, franchement. Je le dis depuis très, très longtemps. Avant même qu'Aliou Cissé n'hérite de cette sélection-là, moi, je trouve que Serigne Saliou Dia a toutes les compétences pour devenir sélectionneur de l'équipe nationale. D'abord, c'est quelqu'un qui a déjà gagné.
avec une sélection du Sénégal, c'est l'équipe nationale U23. C'était lors des Jeux africains de 2015. Non seulement il avait gagné, mais en plus, je pense que tous ceux qui avaient eu la chance de regarder cette sélection-là évoluer avaient été séduits par la production dans le jeu de cette équipe-là. Ils n'avaient pas juste gagné avec du vric-vrac. Non, c'était très cohérent. C'était très cohérent depuis Pape Seydou Ndiaye jusqu'à l'époque, c'était l'attaquant de l'AS Douane là, qui empilait les buts en sélection. Également des joueurs locaux comme Sylvain Badji qui jouait à l'AS Douane également. Et également, c'était un mix de joueurs, de jeunes joueurs également qui venaient de championnats européens comme Samba Ndiaye également. Il y avait Adam Mbang. Il y a certains qui ont même franchi le Rubicon jusqu'à arriver en équipe nationale A d'ailleurs. Comme l'arrière droit, l'ancien du FC Barcelone, Moussa Wagué, qui était dans cette sélection-là. Déjà, il était très bon dans la sélection. Il gagne cette médaille d'or lors des Jeux africains qui, dans la conscience des Sénégalais, n'est pas forcément un trophée. Par contre, c'est la seule chose de bien qu'on ait gagné dans le football à 11 ans, à part le beach soccer. C'est beaucoup plus important que les tournois les tournois sous-régionaux. Les Jeux africains, ça a la valeur de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que tout simplement, ce sont les meilleures sélections U23 qui se qualifient aux Jeux africains. Non seulement il y avait du contenu, il y avait la victoire au bout. Il revient avec la CAN 2015 U23 qui servait de qualificatif pour les Jeux olympiques de Rio. Et il nous reproduit du super contenu. Malheureusement, en demi-finale, on tombe sur le Nigeria qui était dirigé par Samson Siasia, un ancien international nigérien qui a vraiment fait du stade Léopold Sédar Senghor son jardin, comme en 92 quand il avait brillé lors de la CAN en 92, dans ce même stade-là. Il avait une équipe vraiment pragmatique avec des joueurs comme Etebo Ogene Karo, qui était peut-être l'un des meilleurs joueurs de cette CAN U23-là. L'équipe nationale du Sénégal de Seigne Salidja avait produit également du très beau jeu. Malheureusement, on a raté la qualification aux JO de Rio parce qu'on aurait vu également tout cela, parce que les JO de Rio, quand même, ça aurait été l'apothéose pour cette sélection-là. Il y avait du potentiel. Il avait rappelé un joueur comme Ismaïla Sarr. Ce qu'il a réussi depuis Aspire, c'est ce qu'il a transposé jusqu'en équipe nationale. Et c'est vraiment difficile, en fait. Tout ce qu'on reproche à Aliou Cissé, là, ce n'est pas des choses simples. Hein, parce qu'on sait tous que le Sénégal est peut-être l'une des équipes africaines les plus difficiles à battre. Et Aliou Cissé en est pour quelque chose aussi. Parce que tout simplement, mettre en place des dispositions tactiques pour contrecarrer les plans offensifs de ton adversaire, ce n'est pas la chose la plus difficile. Par contre, Serif Salidja avait réussi la chose la plus difficile quand on est entraîneur, c'est-à-dire produire des schémas tactiques offensifs qui font déstabiliser le bloc équipe adverse. Et lors de ces compétitions-là, il avait fait face à toutes sortes de blocs. Des blocs conquérants en médian, des blocs conquérants qui te poussaient à jouer même en contre, ou des blocs attentistes, des blocs bas, le casse-tête de Aliou Cissé qui l'empêche de dormir. Lui, il avait réussi cela. Et qu'on ne vienne pas me dire non, il avait des U23. Le seul hic avec cette idée de confier la sélection à Seigne Salidja, c'est comment il pourrait gérer des joueurs, des ballons d'or africains, des joueurs qui sont considérés comme les meilleurs dans les championnats européens, comme des joueurs comme Kalidou Koulibaly. D'habitude, il a géré que des mômes, que des gamins, jusqu'au U23. Peut-être il a géré des joueurs plus âgés avec l'équipe nationale locale qu'il dirige maintenant, parce qu'on sait que là, il n'y a pas de limite d'âge, mais il ne s'agit pas de superstars. On parle de joueurs qui gagnent 250 000 francs CFA par mois ou qui gagnent 65 000 francs et qui ne perçoivent même pas tous les mois leur salaire, quoi. Donc, je veux dire par là que c'est plus simple à gérer que des joueurs qui perçoivent 10 millions d'euros par an, qui ont des contrats avec New Balance, des contrats béton. C'est des choses qui pèsent. Tous ces aspects-là, peut-être, seront difficiles à gérer pour quelqu'un
d'assez inexpérimenté à ce niveau-là. Par contre, ce qu'il a produit au niveau du jeu est vraiment phénoménal. Et à part lui, j'aurais vu également un coach comme Youssouf Dabo qui a énormément de caractère et qui a également réussi beaucoup de choses avec l'équipe nationale U20, avec Tenguet SC, avec Guédiawaye Football Club, avec le Stade de Mbour. Il a vraiment gagné un peu partout là où il est passé en club, ce que Aliou Cissé n'a jamais fait. Ça, c'est sûr. Moi, Dabo, je le suis. Hein, parce que j'en entends beaucoup de bien. Donc, pas que je le suis, etc. Je le vois sur les réseaux sociaux. C'est un gars qui a l'air intéressant. Bon, lui, il faut vraiment le suivre. Maintenant, moi, je ne connais pas suffisamment le football local, etc. Voilà, pour moi. Par contre, moi, l'équipe nationale, moi, je sais que un gars comme Habib Beye, je l'ai entendu dire qu'il veut entraîner. Et il a même envie d'entraîner l'équipe nationale du Sénégal un jour. Maintenant, le principal argument, les lacunes dont tu parlais sur les entraîneurs locaux, là, Habib Beye, bah, il connaît le monde professionnel, il a été professionnel. Parfaitement d'accord avec toi. Exactement. Donc, lui, il n'aura pas cette lacune. Par contre, l'argument de l'inexpérience va arriver. Maintenant, l'argument de l'inexpérience, moi, je peux le comprendre. Par contre, tu vois, il y a des exemples, que ce soit en équipe nationale, même en club, qui montrent que l'inexpérience n'est pas toujours, en fait, un problème. Surtout quand tu as des idées solides, surtout quand tu sais exactement ce que tu veux faire. Je veux dire, si tu arrives en équipe nationale et que tu as des idées, tu sais que moi, je veux jouer de telle manière, je veux faire ça. Moi, je pense que même sans expérience, tu vas réussir. Parce qu'en équipe nationale, disons-le, l'objectif, entre guillemets, n'est pas de faire forcément progresser tel ou tel joueur là. Non, ça c'est le club, c'est les entraîneurs qui ont chaque jour leurs joueurs, qui essaient de faire ça, etc. Tu assembles et tu essaies de trouver une idée directrice pour faire jouer ton équipe, etc. Donc moi, je pense que les lacunes de l'inexpérience se verront plus en club qu'en équipe nationale. Moi, Habib Beye, par exemple, pour moi, à voir, hein, mais je pense que tôt ou tard, s'il commence à entraîner, un jour ça se posera et je pense qu'il deviendra un jour. Moi, je pense que c'est très tentant, Moussa. Je voudrais juste rebondir sur ce que dit Linzo. C'est très tentant, vraiment. Quand on entend Habib Beye intervenir, on sait qu'il a une vraie connaissance du football, même si ce n'est pas une garantie de réussite dans ce monde-là. On se souvient que Thierry Henry touchait 4,5 millions de livres sterling pour intervenir sur Sky Sport. Et on a vu comment il s'est ramassé lors de ses premières expériences. Là où je pose un bémol, on avait Mansour Loum ici et il avait un peu décrit la situation de Aliou Cissé, comment il est arrivé en sélection et le fait qu'il a vraiment sauté de classe en fait. Il est passé de son master directement pour être PDG d'une grosse boîte en fait. Et il a traîné ces lacunes-là. Maintenant, tu vois le genre, Habib Beye aussi, franchement, on souhaiterait qu'il entraîne d'abord en club. On peut tout reprocher à Amara Traoré, mais il avait réussi quelque chose d'extraordinaire avec la Linguère, alors que le championnat du Sénégal se jouait vraiment dans de vrais champs de patates. Il n'y avait presque pas de gazon synthétique en 2009, lorsqu'il gagnait le championnat invaincu, le championnat du Sénégal. Aliou Cissé avait vraiment jamais vraiment entraîné, pour dire vrai. Parce que quand on a l'équipe nationale olympique, quelles échéances on a? Tous les 4 ans, 2012, 2016, tu vois le genre. Et il est arrivé, après les Jeux olympiques, que Karim Sega dirigeait. Ce n'était pas Aliou Cissé le coach. Il faudrait que cette nuance-là, qu'on puisse le faire. Aliou Cissé était adjoint, certes. Karim Sega était souvent très posé sur son banc. Et Aliou Cissé s'agitait, tu vois le genre, un vrai lion, sur son banc. Et on avait peut-être pensé que c'était lui qui entraînait. Mais oui, justement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il était coach. Hein, exactement. C'est pour cela que j'adore rappeler que c'était l'adjoint et que les compositions d'équipe, c'était Karim Sega qui les faisait. La sélection, c'était Karim Sega qui les faisait. Je sais qu'il était très ouvert, qu'il repose en paix. Il était très ouvert et je pense qu'il associait Aliou Cissé à tout cela.
Maintenant, quand il a hérité de cette équipe nationale U23-là, il n'avait fait que très peu de matchs. Je sais que ça ne dépasse pas le bout de des doigts de ma main, en fait. Il n'avait pas fait plus de 5 matchs. Que des matchs amicaux. Je me souviens d'une double confrontation face au Mali. Juste pour dire que Habib Beye ne devrait vraiment pas reproduire la même erreur qu'Aliou Cissé. Même pour lui, ce n'est pas bien. Il faudrait vraiment, même si je sais qu'il a été adjoint, je pense, d'un petit club en France, et je pense qu'il devrait continuer sur cette lancée-là. J'aurais vraiment souhaité tout comme Linzo, qu'il hérite de cette sélection-là, parce que c'est vraiment très tentant de lui confier cette sélection. Et comme Linzo le dit, en sélection, ça ne devrait pas être vraiment un problème, du fait que c'est quoi? C'est des rendez-vous au mois de septembre, octobre, novembre, ensuite au mois de mars, ensuite au mois de juin. C'est très, très périodique, et tu as le temps, en fait, de prospecter. Et puis, je suis sûr, en plus, je sais que je parle beaucoup, je suis sûr qu'il est beaucoup plus ouvert d'esprit et beaucoup plus ouvert à la critique que Aliou Cissé et son orgueil démesuré. Je suis complètement d'accord. Moi, je pense qu'il y a deux mondes entre être consultant sportif et entraîneur, quand même. Effectivement. Parce que Habib Beye, on reconnaît tous ici son talent d'analyseur, il analyse bien les matchs, il commande bien, ça, il n'y a rien à dire tactiquement, il maîtrise son sujet. Mais être coach, être sur le terrain, être tous les jours avec les joueurs, proposer des systèmes, avoir un discours fédérateur, c'est autre chose, hein, les gars. Donc, je pense que il faut le laisser entraîner d'abord une équipe, voir comment il se débrouille et ensuite prospecter à l'équipe nationale. Mais là, passer de journaliste consultant à équipe nationale, pour moi, ça semble un peu trop démesuré. Hein. Et quel non, franchement, moi, je te dis, c'est pas du tout démesuré. Non, mais on ne parle pas d'un gars qui est novice dans le monde du sport, etc. Habib Beye, il a été pro, il a côtoyé des gens. Mais en fait, le meilleur argument pour te convaincre, c'est les gens qui l'ont fait. Bah, l'exemple ultime de quelqu'un qui est passé, qui n'avait pas d'expérience. Ouais, même si Guardiola avait une expérience avec la B, qui est arrivé au Barça, etc. Mais tu en as des exemples des gens. En fait, à un moment donné, il faut dire une chose. À un moment donné, il faut que tu aies ta première chance, en fait. Ouais, c'est comme quelqu'un qui cherche de l'emploi. On dit on veut quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. Mais à un moment donné, il faut que tu sois stagiaire. Il faut bien commencer quelque part. Hein, exactement, il faut commencer. Je voulais pas vous couper, juste une précision. Habib Beye, bon, c'est pas un, comment ça s'appelle? C'est vrai que c'est pas une division exceptionnelle, mais en fait, il avait rejoint le stade, le staff de Poissy en National 2. Effectivement. C'est bien ça. Ok, d'accord. Moi, je n'étais même pas au courant de ça. Très bien. Donc, à un moment, en fait, il faut qu'il débute quelque part. Et voilà. Et moi, je te dis, je te promets, mais regarde juste autour de toi. Les coachs qui ont de l'expérience, mais tu vas en trouver. Mais Giresse, il avait de l'expérience ou pas? Il en avait beaucoup. Franchement, Giresse, il avait de l'expérience ou pas? Les coachs sont là, qui tournent en Afrique. Les Casper Zak, tous ces vieux Biscar là, ils avaient tous de l'expérience. Ils avaient bourlingué partout, tu vois. Avec ces gens-là, ça n'a pas marché. Donc, le problème, c'est pas avoir de l'expérience, c'est les idées. C'est les idées qui doivent primer. Si tu as les bonnes idées, mais tu feras un bon coach, moi je sais pas. Moi, je suis d'accord avec D'ailleurs, pour appuyer tes propos, Aliou Cissé, ça a quand même réussi un peu. Il n'avait pas d'expérience, donc. Bah oui. Bon, il y a Omar Daf, même s'il a prolongé avec Sochaux, je pense que 2 ans supplémentaires. Lui, il peut être aussi une solution. Il a vraiment le profil. Hein. Je ne sais pas comment on a effectivement, Daf. Omar Daf, hein, moi, c'est lui mon potentiel favori. Hein. Omar Daf. Parce que lui, son équipe joue. Hein. Lui, il aime jouer. Moi, je regarde les matchs de Sochaux des fois en Ligue 2, là. Franchement, ça joue. Hein. Tu sens que le gars, tactiquement, il essaie d'apporter des choses. Il fait jouer son équipe. Je vous dis une chose, c'est quelqu'un qui aime vraiment son pays. Ouais, c'est vrai. Il aime. C'est un vrai patriote aussi. J'avais discuté avec lui quand je l'ai croisé un jour en sélection. On a discuté de certaines choses.
là, je me suis dit, le gars, là, c'est vraiment un patriote, quoi. C'est quelqu'un qui aime son pays, quoi. Je pense que lui, il aurait... Ouais. Et sur tous les critères dont on parlait, franchement, lui, il a tout pour lui. Hein. Ouais, il a tout pour lui. Hein. Il a tout pour lui. Il a un passé glorieux en sélection nationale. Il a entraîné, il a de l'expérience. Il est à Sochaux. Il a été adjoint quasiment une dizaine d'années. Et Francis Gillot, tous ces entraîneurs-là, il a été adjoint derrière eux. On ne lui a pas fait confiance très rapidement. On a même amené Hervé Renard, alors que c'était lui qui était pressenti pour l'opération sauvetage du club d'Oubiste. C'était, je pense, en 2015 ou 2016. Et derrière, c'est lui qui est en train de faire du bon travail. La saison dernière, il réussit une belle saison en Ligue 2. Cette saison même, il était dans les clous pour jouer les, entre guillemets, playoffs de Ligue 2, même si ce n'est pas encore terminé. Et dans le contenu, comme disait Elzo, c'est très intéressant, avec également un petit armada de joueurs sénégalais dans ce club de Sochaux. C'est vraiment un profil très, très intéressant. Et d'ailleurs, Tafa, moi, je suis surpris que vous n'ayez pas pensé à lui, franchement. C'est au pareil, début. hein. Je suis surpris de moi. Même toi, Linzo, je suis surpris que tu n'aies pas pensé à lui quand même. Non, moi, je l'oublie un peu. Ah, moi, je l'ai en tête depuis longtemps. Ouais. Moi, j'ai un peu une idée fixe de ce que Serigne Saliou Dia a réussi. Je ne suis pas du genre à dire, je pense à Serigne Saliou Dia, je pense à Habib Beye, je pense à... Je voulais vraiment me fixer sur une idée. Oui, j'ai capté ce que tu veux dire. Ouais. Et d'après les échos que j'ai eus, c'est quelqu'un de très, très écouté, qui était très écouté au niveau de la tanière. C'est vrai. Donc, bien ça et ça compte, hein. Ça compte beaucoup. Hein. Ça compte bien. C'est ça. Ouais. Parce que Daf, déjà, ça inspire le respect, quoi. Quand tu le vois, c'est clair. L'humilité et tout, il y a déjà le respect qui s'impose, quoi. C'est vrai. Donc, tout ce qu'on souhaite à l'UCC, c'est de gagner la CAN. Moi, honnêtement, c'est ce que je lui souhaite. Exactement. Non, moi, honnêtement, on aimerait vraiment tous se tromper sur lui, en fait. Ah, moi, honnêtement, tout ce qu'on dit... Ça ne coûte rien de me ramasser, vraiment. J'aimerais que Aliou Cissé nous prouve qu'on a tort, qu'il ramène la CAN et qu'on s'incline devant lui. Mais Tafa, tout ce qu'on dit, honnêtement, moi, tout ce que je dis, pour moi, c'est objectif. Tu vois, on n'est pas là dans la critique négative pour essayer de le déstabiliser ou quoi que ce soit. Non, nous, on est là pour construire, en fait. On veut que les choses avancent. Et s'il remportait la CAN aussi, c'est pas comme si on avait tort, hein, parce que tout ce qu'on analyse, c'est des faits, c'est des constants. C'est ça. C'est des faits, c'est des constats, bien sûr, bien sûr. Et s'il devait remporter la CAN, ce serait vraiment parce qu'il se serait vraiment remis en question. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Et c'est ce qu'on souhaite. Hein. Moussa, tu me connais. Moi, je suis un fervent supporter du Barça. Mais sans souci, hein, j'échange toutes les ligues des champions là, les championnats et tout ça. Mais je l'échange avec une seule canne. Moi, non mais sans problème, mec. Écoute-moi, en Catalogne, toi. Non. Moi, mon seul souhait, mec, mon seul souhait dans la vie, je me dis, moi, avant de mourir, Inch'Allah, je veux voir le Sénégal gagner une canne. Mais mec, en fait, dans le football, mais c'est ça le Graal, en fait. Les clubs et tout ça, mais ça va. Mais ton équipe nationale qui gagne un trophée continental. C'est plus important que les clubs. Hein. Largement, il a plus de poids. Hein. Et plus de fierté. Il a trop raison, les banques 18 ans, en disant que si c'est bizarre, car lors de la Coupe du Monde, il proposait 10 jours, mais là, il ne peut plus rien. Mais ce n'est pas si bizarre que ça. Hein. Parce que quand tu n'es pas attendu, Aliou Cissé excelle dans cette posture-là, quand il n'est pas attendu, face à la Pologne, face à la Colombie, même face à la Colombie. Moi, je pense que j'ai pas envie d'être dur, mais je pense que à la Coupe du Monde, il avait un bon staff, parce qu'il y avait Daf qui était là-bas. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est juste ça. Moi, je l'ai remarqué. Depuis qu'il est parti, c'est plus la même chose. Non, tu as parfaitement raison. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais pas être dur, parce que je ne vais pas lui enlever son mérite quand même, parce que je sais qu'il essaie de faire les choses bien. De toutes les façons, tu ne lui enlèveras pas son mérite, parce que ce n'est pas parce que Daf est là qu'il aurait pu ne pas l'écouter, en fait. Parce que, de toute façon, un staff, c'est ça. Des fois, tu entendais même au PSG, on te disait que c'est Gasset qui était entraîneur. Avec Laurent Blanc. Le travail de Laurent Blanc. En fait, un staff, c'est ça. C'est une complémentarité. C'est ce que Aliou, il est là, il est bon, il peut apporter de la discipline, c'est un meneur d'homme, tu vois. C'est ce que Alex il a certaines choses, mais il y a d'autres choses qui lui manquent. C'est ce que Alex Ferguson a réussi à Man United toutes ces années.
où il cherchait à chaque fois qu'il perdait un bon adjoint, il allait chercher un excellent adjoint. C'est pas pour rien qu'on arrive à connaître des noms comme Mike Phelan, comme Carlos Queiroz, comme René Meulensteen. Pourquoi on connaît ces noms d'adjoints-là? C'est parce qu'en fait, il leur donne du crédit. C'est comme, en fait, organiser un club ou une sélection, ce serait bien de le faire comme les clubs de rugby, là, où il y a des entraîneurs des avants, des entraîneurs des arrières, des entraîneurs des trois quarts, des entraîneurs de ceux qui... Exactement. Là, ou dans les... ou en NBA. Les demi de mêlée et les demi de trucs, là. En équipe nationale, on pourrait faire la même chose. On pourrait prendre... Bien sûr, bien sûr. C'est ça, un excellent défenseur de son temps, lui confier l'alignement, quoi. Lui dire comment essayer de piéger l'adversaire en jouant le hors-jeu. L'harmonie du déplacement des défenseurs pour ne pas se faire prendre par un appel en profondeur. Tu prends un excellent milieu de terrain, une sentinelle qui a du métier quand il était joueur. Tu lui confies l'organisation du milieu de terrain. Tu fais pareil avec l'attaque. Et toi, l'entraîneur, tu chapeautes tout cela en faisant ton équipe, ton 11. Il s'agit juste d'être humble et d'être ouvert. Et puis, ça prend, parce que l'intérêt, c'est vraiment quelque chose qui te dépasse, toi, l'entraîneur. Il faut voir plus grand, plus loin. Je suis complètement... Donc, Sox 3, il était venu en retard, donc c'est dommage. Hein. Je ne sais pas s'il était là avant le live. Dosso, tu aurais dû venir avant, tu aurais kiffé, voilà. Ouais. Bah, en tout cas, parce que vous êtes mariés, moi je suis célibataire, je peux rester là jusqu'à 6h du matin, il n'y a pas de problème. Hein. Personne ne va me tirer les oreilles. Mais par contre, vous, surtout Elzo et Linzo. Hein, parce que ouais, surtout Elzo,